décembre 2025, la liste des joueurs sénégalais pour la Coupe d'Afrique au Maroc, elle vient de tomber. Et là, comme toujours, c'est l'effervescence. Ah oui, tout le monde y va de son commentaire. Exactement. Mais si on regarde un peu au-delà des 28 noms officiels, il y a une petite surprise. Une pépite qui se cache dans la liste des 5 réservistes. Un nom que, honnêtement, peu de gens attendaient. Ousmane Sow, un attaquant de 25 ans. Sa présence, c'est une petite sensation. Alors pour comprendre ce choix et surtout qui est ce joueur, on a rassemblé pas mal de sources. Des articles de la presse sénégalaise, Wisport, Carré Foot. On a aussi une interview de lui, des analyses vidéo assez pointues et des infos sur son club. L'objectif, c'est de reconstituer un peu le puzzle. Quel est son parcours? Pourquoi maintenant? Et quels dilemmes sont qu'appose au sélectionneur Pape Thiaw? Allez, on plonge. Et cette sélection, elle est vraiment notable. Parce que sur les 5 réservistes Ousmane Sow, c'est le seul, à n'avoir jamais été appelé en équipe nationale. Jamais. Ah oui, ce n'est pas un retour. Non, c'est une découverte. C'est une récompense directe, quasi chirurgicale pour sa forme actuelle en club. Elle est juste éblouissante. Le message du staff, il est limpide. La performance, ça paye. Peu importe d'où tu viens. Justement, parlons-en de cette performance, parce que les chiffres, là, ils sont au cœur du sujet. Ah oui, Il explose littéralement tout en Pologne avec son club, le Górnik Zabrze. c'est ça. D'après Whipsport, on parle de 7 buts et 2 passes décisives en seulement 16 journées de championnat. 16 journées, c'est très peu. Et si on prend toutes les compétitions, il en est déjà à 9 buts en 19 matchs. C'est énorme. Ce sont des statistiques très très solides. Mais ce qui est vraiment parlant, c'est quand on les met en perspective. Ah, mais c'est là que ça devient complètement fou. Ces chiffres, ils ne le placent pas juste parmi les meilleurs. Non, non, Il est le 2e meilleur buteur sénégalais du moment, juste derrière l'inoxydable Mbaye Diagne, mais devant des icônes, des joueurs comme Ismaïla Sarr ou même Sadio Mané. quand on lit ça, on se frotte les yeux. Carrément. Et ça nous force à nous poser une question, non? Est-ce qu'on n'a pas une tendance un peu à surévaluer les perfs dans les championnats du Big Five? Ah, et à ignorer un peu les autres. Voilà. Et à sous-estimer, voire ignorer complètement des explosions de talent comme ça dans des ligues comme le championnat polonais. Le cas de Sow, c'est un argument massu pour regarder ailleurs. Il nous dit « Hé, regardez aussi par ici, il se passe des choses. Absolument. Et il brille pas dans un club anonyme en plus. Ce Górnik Zabrze, c'est pas n'importe qui en Pologne, d'après ce que j'ai lu. » Loin de là. C'est un club historique. Un des plus titrés du pays. 14 en championnat. Il y a une vraie culture foot là-bas. Le nom lui-même, Górnik, ça veut dire mineur en polonais. D'accord, un clin d'œil à l'histoire de la région. Exactement. La Silésie, un grand bassin minier, c'est un club ouvrier avec des valeurs de travail, de combat. Ils ont même une histoire européenne, une finale de Coupe d'Europe en 1970, Ah oui, quand même. perdue contre Manchester City, mais quand même. Donc jouer là-bas, c'est porter un maillot qui a du poids. D'accord, donc le contexte est posé. Un joueur en feu, dans un club historique, mais sur le terrain, c'est quel profil de joueur? Mais dans une interview, il se décrit lui-même. C'est un joueur qui mise tout sur la vitesse, la percussion. Il joue surtout ailier droit. Allié droit. Et sa signature, son mouvement préféré, c'est de rentrer sur son pied gauche pour enrouler une frappe. Un profil d'ailier moderne, assez classique, mais qui de toute évidence est diablement efficace en ce moment. Attends, il y a un autre détail dans les sources qui est pas anodin du tout. Ah, Ouais. son coéquipier là-bas, c'est une légende. Lukas Podolski, Ah oui, de champion du monde allemand, l'ancien canonnier d'Arsenal. c'est ça. C'est pas rien quand même. J'imagine que pour un jeune joueur, s'entraîner avec un type comme ça tous les jours, ça doit être une formation accélérée. Mais c'est un catalyseur. On peut pas mesurer l'impact de ce genre de mentorat en but ou en passe décisive, mais c'est fondamental dans le développement d'un joueur. Avoir un champion du monde à tes côtés qui te donne des conseils au quotidien, c'est inestimable. Et il le confirme lui-même. Dans son interview, il raconte que c'est une fierté immense. Forcément, gamin au Sénégal, il le regardait jouer. Et le comble, c'est qu'Arsenal, c'est son club de cœur. C'est une belle histoire. Il dit que Podolski le conseille énormément, surtout sur sa première touche de balle, pour être plus vite en position de faire mal. Et puis il y a cette anecdote, elle est géniale. Après un match où il a été hyper brillant, ses coéquipiers l'ont accueilli dans le vestiaire en criant « Ousmane Ballon d'Or !» C'est fantastique ça. Et ce qui est génial, c'est que ça nous dit tout. Non seulement il est performant, mais il est aussi visiblement adoré dans le vestiaire. Totalement intégré. Pour un joueur qui arrive de l'étranger, qui a dû s'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture, cette validation par le groupe, c'est peut-être encore plus important qu'un but. Ça montre une intégration parfaite. C'est clair. Et quand on voit d'où il vient, cette ascension est encore plus spectaculaire. Son parcours, c'est tout sauf ligne droite.
C'est même tout l'inverse. C'est ce qui rend son histoire si inspirante en fait. Les sources, comme l'article de Carré Foot, nous ramènent à ses tout débuts. Ça a commencé dans les Navetans. Alors, les Navétanes, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. C'est pas juste un tournoi de quartier. Ah non, c'est une véritable institution culturelle et sociale au Sénégal. C'est ce championnat de foot interquartier qui se joue pendant la saison des pluies. La ferveur populaire est incroyable. Les stades sont pleins, l'ambiance est électrique. C'est le creuset du talent brut? C'est ça. C'est là où le foot se joue pour l'amour du quartier. Énormément de légendes du foot sénégalais ont été révélées là-bas. Et c'est là que Sceaux a fait ses premières armes, à Kaolack. Donc un pur produit du football local. Ensuite, il suit un chemin un peu plus classique, l'US Gorée, le centre de formation Dakar Sporting. Et après, c'est le grand saut, l'Europe. Mais là encore, c'est pas du tout le conte de fées qu'on imagine. Pas de contrat pro qui l'attend à l'aéroport. Non, c'est le parcours du combattant. C'est une succession d'épreuves. Il enchaîne les essais non concluants en France. Auxerre, Saint-Étienne, le Paris FC, Tours. À chaque fois, la porte se referme. Et on imagine le découragement. Combien de jeunes joueurs auraient abandonné après autant de refus? Et c'est là que son parcours devient fou. Le vrai point de départ de sa carrière en Europe, c'est pas dans un de ses clubs. C'est en 2020, en 6e division française. À Arles-Avignon. La D6. On parle du niveau amateur, le foot du dimanche, quoi. C'est là que tout commence pour lui. Et c'est ça qui est incroyable. En moins de 4 ans, on a un joueur qui passe de la D6 française à la D1 polonaise et qui frappe à la porte de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre. C'est une ascension quasi verticale. Entre-temps, il est passé par Furiani, en National 2, il a tenté sa chance en Belgique, à Charleroi, au Lierse, avant de finalement exploser en Pologne en février 2025. Ce parcours, il nous claque une vérité au visage quand même. Le système de détection a des trous énormes dans la raquette. C'est clair. Comment un joueur avec ce potentiel a pu passer sous tous les radars en France? C'est la preuve que les systèmes de recrutement, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont pas infaillibles. Ils cherchent souvent des profils spécifiques, des joueurs formatés. Sceaux a dû faire preuve d'une persévérance, d'une force mentale hors du commun pour pas se dire « c'est pas pour moi ». Il le dit lui-même dans son interview. Le déclic, ça n'a pas été un conseil magique ou un coup de chance. Quand on lui demande le secret, sa réponse est d'une simplicité. Le travail. Le travail. Uniquement le travail. Il a dû s'adapter à la Pologne, la langue, le climat, mais il s'est accroché à ça. Et cette mentalité, cette capacité à surmonter les obstacles, c'est précisément ce qui doit faire réfléchir le sélectionneur. Parce qu'Ousmane Sow n'est plus seulement un nom sur une liste. Il devient un vrai cas d'école, un dilemme stratégique pour Pape Thiaw. Exactement. On arrive au cœur du problème. Sa convocation, même comme réserviste, elle cristallise en débat. Une analyse vidéo très intéressante d'Abdoul-Assis met ça en lumière. Pour le poste d'ailier, le sélectionneur est face à un choix cornélien qui oppose Ousmane Sow à un autre talent, Assane Diao. C'est un cas d'école managériale, c'est classique. D'un côté, t'as Assane Diao. Lui, c'est le prodige. Le talent pur, identifié depuis longtemps. Un joueur sur lequel la fédération a misé. Un investissement pour l'avenir. Sauf que... Et le problème est de taille. Il revient à peine de blessure. Il n'a été titularisé qu'une seule fois avec son club cette saison. Sa forme, c'est un immense point d'interrogation. Et de l'autre côté, Ousmane Sow, il n'a pas la même aura, pas la même cote de futur crack, mais il a ce que Diao n'a pas en ce moment. Les stats, le rythme, la confiance. Voilà, la promesse contre la preuve. Et tu mets le doigt sur le dilemme central de tout sélectionneur. L'analyse vidéo soulève un concept psychologique très pertinent ici, le biais de l'investissement affectif. C'est-à-dire... Le staff a déjà misé sur Diao, ils ont investi du temps, de la confiance, ils l'ont projeté comme un futur cadre. Et du coup, il devient psychologiquement très difficile de faire machine arrière. De se dire notre plan initial n'est peut-être plus le bon. C'est un peu comme quand on s'entête sur un projet au travail juste parce qu'on y a déjà passé trop de temps, même si on sait qu'il y a une meilleure option à côté. C'est exactement ça. C'est un piège de la décision. On s'accroche à ses choix passés pour pas avoir l'impression de s'être trompé, même si les données actuelles, la forme, les buts, favorisent clairement l'autre option. Et reconnaître la forme de Sow, c'est un peu remettre en question le pari fait sur Diao. En quelque sorte, oui. Ligne avec force. Son profil est différent. Il apporterait une solution tactique que l'équipe n'a pas forcément. Il est décrit comme un ailier plus direct, plus tueur. Pense but avant de penser dribble. C'est ça. Il serait pas qu'un simple remplaçant poste pour poste, mais une vraie alternative stratégique. Un joueur capable de rendre l'équipe moins prévisible. C'est un point absolument fondamental. Le choisir, ce serait pas seulement un acte de méritocratie pour récompenser ses performances, ce serait un choix stratégique. Une nouvelle arme.
C'est ça, tu ajoutes une nouvelle arme à ton arsenal, un plan de jeu différent. Parfois, dans un match verrouillé, t'as pas besoin d'un dribbleur de plus. T'as besoin d'un joueur qui va provoquer, frapper, qui est obsédé par le but. On ne remplace pas une pièce, on ajoute un nouvel outil à la boîte. C'est une toute autre façon de voir la composition d'un groupe en fait. Le cas d'Yao, c'est un pari sur le talent. Un pari à haut risque, vu sa condition, mais potentiellement à très haut rendement. Et le Casso? Ouah, c'est le choix du pragmatisme, de la fiabilité et de la flexibilité tactique. Voilà, la décision finale du sélectionneur, même pour cette simple place de réserviste qui pourrait devenir cruciale, on dira long sur sa philosophie. Est-ce qu'il privilégie la continuité et ses paris passés, ou l'adaptabilité et la récompense de la forme du moment? En résumé, ce qui semble être une simple ligne sur une liste est en fait une histoire fascinante. L'histoire d'Ousmane Sow, c'est celle d'une ascension spectaculaire, d'un joueur qui a refusé d'être défini par les échecs et qui s'est construit lui-même à la force du travail. Totalement. Sa présence dans le groupe élargi pour la CAN illustre à merveille la complexité du rôle de sélectionneur. Il ne s'agit pas juste de cocher les noms les plus connus. C'est un équilibre délicat entre la gestion des statuts, la réalité de la forme et les besoins tactiques du collectif. Un vrai casse-tête. Et le principal intéressé, lui, il se cache pas. Dans son interview, il le dit clairement, jouer pour le Sénégal, c'est son rêve. Son modèle, c'est Sadio Mané. Une inspiration. Et son objectif ultime, à terme, c'est de jouer un jour en Première Ligue. Et si possible, dans son club de cœur, Arsenal. Le chemin est encore long, mais bon, quand on voit d'où il est parti, on se dit que tout est possible. Et toute cette situation nous laisse avec une réflexion qui dépasse largement le cadre du foot. C'est une question de stratégie et de prise de décision face à l'incertitude. Un problème qu'on rencontre tous dans nos vies. C'est vrai. Ça nous amène à une pensée finale, un peu inspirée par cette confrontation entre les deux profils. Face à une décision cruciale, avec des enjeux élevés, quelle est la meilleure stratégie? Faut-il faire confiance à un potentiel exceptionnel et une promesse de grandeur, même si elle est accompagnée d'un risque élevé et d'une grande part d'inconnu? Ou est-il plus sage, plus stratégique de s'appuyer sur une performance avérée, sur une fiabilité qui est immédiate, concrète et quantifiée? C'est une question à laquelle il n'y a sans doute pas de réponse unique.